Alors, l'Italie est aussi ce soir présente à l'honneur avec Laura Picozzi, qu'on a eu le plaisir de rencontrer lors des voyages nomades qu'organise Serge Sabinus et qui va reprendre d'ailleurs, et cette fois-ci avec Absalom, oui, Faulkner. Et on s'était rencontrés avec Laura Picozzi à Venise pendant la préparation de... C'était pour Dante, pour Dante. Et donc je suis très contente de poursuivre cette amitié italienne avec toi. Et peut-être que tu nous suivras aussi lors des voyages nomades. Tu verras sûrement ça avec Serge. Et on avait été très intéressés par ton intervention à Cadix, quand on a travaillé autour de Moby Dick, où tu n'avais pas pu venir, mais on avait eu une projection des images que tu avais envoyées et qui nous avaient beaucoup intéressés. Laura est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la question de la voix, pas seulement intéressée d'ailleurs, puisqu'elle pratique aussi et qu'elle chante. Et voilà, c'est très agréable de la fréquenter. Elle m'avait parlé, je ne sais pas si on peut en parler ici, mais elle m'avait parlé d'un autre livre qui est en voie peut-être de traduction. Oui, j'espère. Pourquoi mon fils m'adore. Oui. Déjà, vous voyez le titre. Je pense que ça en dit déjà long et ça donne très envie de le lire. Alors, c'est un petit livre, malheureusement. C'est l'italien, la version italienne de ce livre. Et j'espère qu'il y aura bientôt la version française. Elle est en cours de traduction? Et pas encore. Mais peut-être que tu nous diras aussi, mais oui. Moi je ne peux pas m'engager sur cette voie, tu nous diras peut-être aussi à quoi ça t'a conduit et certaines rencontres que ça a produit. Oui. Je ne sais pas si tu veux... Mais c'est la suite de celui-là qu'on va présenter ce soir. D'accord. Simplement, c'est la suite. On se ramène jusqu'à la phrase finale de ce livre-là et continue avec celui-là. Et tu nous avais même dit que ça avait intéressé le Vatican quand même, ce qui n'est pas rien. Oui, parce que... oui, je n'osais pas le dire, je ne sais pas si tu peux... ces choses officielles. Alors je dis tout de suite que ce livre-là, c'est un livre un peu pointu, un peu dur même, sur la famille italienne, mais pas seulement. Je pense que même dans les familles françaises, il y a quelque chose qui est un peu d'une symbiose qui n'est pas résolue. Et donc, c'est un livre qui analyse certains aspects de la famille aujourd'hui, et notamment l'aspect de l'isolement du social. La famille qui se replie en soi-même, qui ne donne plus un horizon aux enfants et qui est votée à une sorte de autarchie psychique. On fait tous ensemble, on voyage ensemble, on va au resto ensemble, on travaille ensemble. Et donc, c'est une espèce de extrême protection, un excès de protection pour les enfants, pour les fils, pour les filles, qui c'est, je crois, un problème très spécifique qui, pour le futur, j'exagère un peu, mais pour le futur de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'architecture de l'humain, qui est un peu un jeu quand, pour les enfants, l'horizon se réduit à la famille. Alors, donc, ça manque des organes. Alors, j'ai reçu, le livre venait de paraître dans la librairie, et j'ai reçu un mail du Vatican. Et je me suis, inquiétée, même parce que je parle beaucoup des choses de la Bible ici, et donc avec une lecture totalement libre. Et donc je dis, bon, maintenant il me brûle,
Et non, la mail, c'était vraiment gentil. Et cet monseigneur qui s'occupe de la famille, il m'a dit, écoutez, c'est un livre que moi-même j'aurais voulu écrire. Parce que c'est un livre qui donne des coordonnées vraiment claires sur des phénomènes qui semblent éparpillés, dispersés, mais qui ont des liens, non? Un peu comme dans l'analyse, non? Les souvenirs des patients qui semblent comme ça, et ils ont en figure, hein? Ils ont des liens. Et donc, ça a été comme ça. Et alors, il m'a proposé de faire dans l'année prochaine des rencontres sur ce thème, sur le thème de la famille, pour les familles qui fréquentent le Vatican. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que je suis laïque, extrêmement laïque, mais bon, c'est bien. On s'est rencontrés, je me suis rencontrée à Rome, on a projeté des choses, et j'ai eu vraiment une impression de quelqu'un qui avait compris et qui avait vu. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une psychanalyste soit appelée là. Oui. Hein, ça veut dire quand même qu'ils ne sont pas ignorants de ce que la psychanalyse apporte à ce niveau-là. Oui. Donc c'est plutôt rassurant, je dirais. Et on est très content de t'avoir comme déléguée alors. Oui. Bon, Laura, ce que tu dis déjà, bien sûr, introduit, et là, présent bien sûr dans ce livre. Et alors, en t'écoutant sur ce que tu disais et que tu dis effectivement dans ce livre, sur le fait qu'au fond, maintenant, la centralité de la famille est autour de l'enfant et qu'il y a quelque chose qui se rétrécit est paradoxal, puisqu'il est question des familles élargies, au contraire, et de ces constellations familiales qui ont pris, qui fonctionnent différemment, disons, du modèle traditionnel. Oui. Alors, à la fois, ça se referme et ça s'élargit, ce qui est effectivement un peu paradoxal. Alors, moi, j'ai trouvé ce livre intéressant parce que, finalement, il nous plonge dans des questions auxquelles nous sommes confrontés dans la clinique et à laquelle, effectivement, pour l'instant, on les accueille, on n'a pas vraiment de réponse et on ne sait pas quoi penser, je dirais. Et effectivement, en tant que psychanalyste, je crois qu'il faut être prudent, il faut surtout entendre et essayer de comprendre pour essayer de voir où vont ces gens, parce qu'on ne va pas arrêter l'évolution des choses, il me semble, et notre travail, me semble-t-il, c'est de suivre les sujets, de voir au mieux comment chacun fait, avec ce que tu dis très clairement aussi, c'est qu'on est confronté à des liens inédits dans ces nouvelles constellations familiales, dans ces familles élargies. Bon, toi, tu t'es centré sur la question, bien sûr, je vous rappelle le titre, qui est la plus méchante du royaume, mère, fille et belle-mère dans la famille recomposée. Alors, bien sûr, toi, tu l'as pris du côté de la belle-mère, de la mère et de la belle-mère, mais en vérité, à travers ça, tu touches à énormément de questions qui sont liées à l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui dans la famille, et pas seulement dans la famille, forcément, autour de l'amour, du désir, de la sexualité. Tu touches à énormément de choses à travers ce prisme. Oui. Et il y a une question que tu martèles avec beaucoup d'insistance, et au début j'ai été presque un petit peu, comment dire, je me disais, est-ce qu'elle n'exagère pas? Au fond, sombre de la mère, tu la martèles très fort. Et finalement, après être sortie peut-être de mes propres résistances, j'ai trouvé quand même que c'était très important que tu rappelles à quel point cette relation mère-enfant est une relation très, comment dire, tu insistes sur le côté furieux de la mère, sur le côté sombre, sur le côté possessif,
sur le côté fusionnel, sur un côté mortifère. Et vraiment, on peut dire que c'est l'aspect que tu martèles de façon insistante tout le long du livre. Alors, on comprend bien que tu as entendu ça encore mieux peut-être que d'autres, puisque tu travailles la question mère-belle-mère. Donc, tu t'es confrontée en tant que belle-mère, parce que c'est clair aussi que c'est une expérience vécue chez toi en tant qu'expérience intime, mais que tu as sûrement une clinique aussi autour de ça. Et tu as pu sans doute entendre et mesurer encore plus la folie maternelle, si on peut dire. Alors, Winnicott l'attribue au premier temps, les premiers mois de la vie, mais cette folie maternelle, tu l'as fait bien entendre comme quelque chose auquel les filles sont confrontées toujours, et les garçons aussi, je pense, mais sans doute un peu différemment. Et dans ton livre, c'est vrai que c'est le côté fille et femme, mère, fille et femme, qui est central. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ton livre, c'est la question du féminin et de la mère, et du féminin et de la femme. Alors, c'est très intéressant parce que tu montres aussi que d'une certaine façon, dans le passage du patriarcat, si on peut dire, passage supposé, hein, tout ça c'est bien sûr à nuancer, au matriarcat, tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis qu'au fond ça affaiblit la femme. Et ça, c'est une question que j'aimerais bien que dont tu nous parles et que tu argumentes comme tu l'argumentes dans ton livre. Et je trouve que c'est assez juste. Et tu dis même, bon, c'est un livre aussi engagé, il faut le dire, et presque militant, autant pour les belles-mères que pour les femmes. On entend bien que tu as été toujours dans un combat militant pour les femmes et que tu continues à être attentive à voir comment ces choses évoluent et qu'on n'est pas aussi libéré et aussi libre qu'on le suppose. Et tu dis à un moment même qu'au fond, si l'homme a été le maître des femmes jusque-là, maintenant c'est l'enfant qui est le maître. Donc finalement, les femmes se trouvent toujours dans une forme d'aliénation avec les hommes à une époque. Enfin bon, c'est pas fini, toute cette époque, tout ça n'est pas complètement résolu, bien évidemment. Mais maintenant, on serait d'une certaine manière dans la domination de l'enfant. Et on sait bien qu'on a réfléchi aux questions de l'enfant roi, tout ça. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu balayes un grand nombre de questions à travers la question de la belle-mère, qui était bien sûr ton sujet principal. Alors bien sûr, ça nous donne un éclairage tout à fait nouveau aussi sur la question des belles-mères. Effectivement, bien sûr, il y a beaucoup de belles-mères maintenant, puisqu'il y a toutes ces familles recomposées, mais on a toujours cette mythologie qui vient des contes, de la belle-mère, de la sorcière, de la voleuse d'enfants, enfin, une image qui n'est bien sûr pas très, très positive du côté des belles-mères. Et toi, tu apportes un éclairage tout autre, en disant bien qu'au fond, ces belles-mères n'ont pas de référence, il n'y a pas un modèle, qu'elles sont comme la femme, on a à s'inventer, les belles-mères chacune à s'inventer. Parce qu'effectivement, tu parles d'une psychanalyse de la belle-mère. En tant que psychanalyste, je ne sais pas si on peut faire une psychanalyse de la belle-mère. On peut effectivement analyser une belle-mère dans son historique familial. Mais tu dis quand même des choses assez précises sur la position de la belle-mère, qui est une position, contrairement à la fureur maternelle, disons, du côté de la mère, quelque chose de plus mesuré, plus tempéré, une mère en manque, tu dis. Oui. Et la question du manque, effectivement, est aussi centrale dans ton livre, peut-être parce que tu es très sensible du côté de la femme, et forcément la question du manque y est aussi concernée autrement, peut-être. Enfin, il y a une somme de questions et qui sont des questions auxquelles on est vraiment confronté, avec lesquelles on a travaillé à essayer de réfléchir ensemble, parce que je ne crois pas qu'on ait des points de vue
comment dire, on n'a pas à avoir des points de vue trop précis sur toutes ces questions, on a plutôt à les recevoir pour le moment et à les travailler. Et comme tu dis aussi, il y a peu de psychanalystes peut-être qui s'y confrontent directement. Je ne sais pas si c'est par prudence. Il y a plus de sociologues, d'anthropologues qui finalement s'intéressent à ces questions. Et peut-être que les psychanalystes, sauf dans des moments très particuliers, comme le mariage pour tous, où il y a des psychanalystes qui se sont engagés avec des positions contradictoires d'ailleurs, qu'on a entendues. Mais sinon, peut-être qu'il y a peu de choses, effectivement, du côté des psychanalystes qui ont été écrites sur tout ça, parce qu'il faut quand même dire que dans notre clinique, on est confronté à des situations totalement inédites et tout à fait étonnantes. Et que, voilà. Donc je vais te passer la parole et t'entendre dans la manière dont toi, tu t'es approprié de ces questions. Alors, mon idée était celle de, à travers la figure de la belle-mère, de parler encore une fois de la féminité et de la qu'est-ce qui se passe dans une famille, dans l'impossible transmission de la féminité, quand cet impossible se redouble. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la mère, mais il y a aussi une belle-mère. Alors, la question centrale, c'était pour moi travailler le ravage quand il y a deux figures en fonction maternante, la mère et la belle-mère. Parce qu'il faut dire aussi que dans ma propre expérience, dans l'expérience que j'ai rencontrée dans mon cabinet, mais même aussi avec les gens que j'ai rencontrés dans la vie quotidienne, la figure de la belle-mère s'est beaucoup changée. Et le maternage de la belle-mère, c'est quelque chose qui est demandé par les enfants, mais qui reste un peu suspendu, parce que la belle-mère ne s'autorise pas à faire des gestes et faire des interventions maternelles, parce qu'elle pense de n'avoir pas le droit. Alors la question sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle-là, le ravage, l'Oedipe et les liens qui vont s'instaurer entre la mère et les filles surtout. Même si je peux dire qu'avec les garçons, maintenant ça commence à être un peu semblable. Autrefois, la question belle-mère, fils, belle-mère-fille, c'était différent. Maintenant, ça commence à être quelquefois semblable, mais on le voit dans la clinique, beaucoup de positions qu'en fois étaient seulement féminines, beaucoup de symptômes qui en fois étaient seulement féminines. On le trouve aussi dans la clinique des garçons. Donc la question de la mère furieuse, c'est que tu as soulevé, et je te remercie, c'est un côté de la mère. Et on parle de ça parce que le côté furieux de la mère, c'est exactement celui que les contes de fées ont attribué à la belle-mère. Alors l'enfant, pour se sauver du côté furieux de la mère, a comme instrument le conte de fées. Le conte de fées, dans cet côté sombre, c'est celui de la belle-mère. Et cet côté sombre, c'est celui qui, quelquefois, vient à être déplacé sur la belle-mère en cas de conflit. Parce que nous devons penser que les enfants qui vivent dans les séparations qui ont la séparation des parents, vivent toujours en conflit de loyauté. Et donc pour eux, c'est vraiment difficile. Mais il y a aussi des moments
où les enfants se sentent vraiment bien avec la nouvelle famille composée par le père et par la belle-mère, mais ils ne peuvent pas le dire. Il n'y a pas encore les mots pour le dire. Alors la seconde question centrale de ce livre, c'est comment fonder c'est un peu trop, mais comment penser, travailler sur la fonction symbolique de la belle-mère. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas seulement pour en question de statut parental, tiers parent, des choses comme ça, mais c'est pour donner des repères vraiment symboliques à une figure qui a une réalité, une épaisseur, un poids dans la vie des enfants. Et donc, cette situation, le poids qui a la belle-mère, naturellement a comme m'avait suggéré quoi pendant, oui, exactement, pendant comment dire, la mère qui devient plus mère, mère avec la majuscule. Hein? Donc, oui, je comprends que la mère a besoin de se défendre, même de la belle-mère, parce que si vous pensez que dans le cas où les enfants sont très petites, la belle-mère touche les enfants. Les enfants demandent à la belle-mère de toucher leur corps. Alors je pense que cela, pour une mère, c'est vraiment quelque chose de perturbant. Hein? Savoir que l'autre femme touche le corps des enfants. Mais c'est impossible de ne pas le faire. Hein? Donc, cette situation où la belle-mère entre dans la jouissance propre de la mère, ça fait, ça donne un peu de rigidité dans les positions. Hein? Et donc, souvent, la mère qui est ne reconnaît plus sa propre manque. Hein? Alors, quand la mère ne reconnaît plus sa propre manque, se transforme dans la pensée de l'un, hein? de l'un. Et alors, toute la partie furieuse de la mère se manifeste. Hein? Donc, je pense que c'est pour ça qu'on voit plus cet côté que l'autre. Hein? Alors, quand la mère devient toute puissante, donc devient une adepte de la pensée de l'un, nous avons la chute de la femme. Hein? Parce qu'il y a la chute de la variabilité du féminin, hein? Du manque du féminin. Non? Et donc, cela, c'est une mauvaise affaire pour les femmes. Donc, alors, la mère qui reconnaît sa manque, c'est la mère qui reconnaît sa féminité. Hein? Et qui n'oublie pas la femme, hein, qui est dans la mère. Mais on voit souvent, en Italie surtout, je ne connais pas bien la situation française, mais je pense que ce n'est pas tellement différent. Dans les séparations, quand la mère n'arrive pas à avoir une autre relation amoureuse, son intérêt se porte sur les enfants, et avec des prix pour les enfants incroyables. Et cela, c'est vraiment une question très délicate. Et alors là, la mère se transforme en quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Alors, non, cet esprit furieux de la mère se peut manifester. La question de l'enfant maître, c'est ça. Alors, une femme qui ne reconnaît pas le père, ne reconnaît pas un autre amour, ne reconnaît pas une autre,
hein, est en couple avec l'enfant. Et cela met l'enfant dans une position impossible. Et souvent, dans cette situation, quand l'enfant se transfère dans la maison du père, où il y a une père, une femme et un homme, un père et une belle-mère, la situation, pour lui, se rééquilibre un peu. Il peut, certaines fois, se relaxer. Hein. Il n'est plus le petit homme de maman. Hein. Et il peut faire l'enfant. Hein. Il reprend un peu sa place. Et donc, c'est une situation, je pense, très délicate. Sur la psychanalyse de la belle-mère, oui, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a une expression comme ça, mais c'est clairement une provocation, parce que ce qui m'intéresse, c'est la position symbolique de la belle-mère. Tu parles de structurel. Structurel, oui. Structurel. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes limites? Comment je dois entrer dans la quotidiennité avec des enfants qui ne sont pas les miennes? Jusqu'où je peux arriver, hein? Sans me sentir mal, sans me sentir envahissante, sans me sentir dans ma place. Hein? Alors, j'ai tenté dans ce livre à donner même, si tu veux, pas des réponses, mais des suggestions à les belles-mères qui sont dans une situation très critique. Alors, c'est vrai que ce livre-là, c'est conçu pour un public plus large que celui seulement des psychanalystes. Et donc, j'ai dû dire quelque chose en plus avec un langage un peu plus accessible. Hein, parce que je pense que c'est important de faire cette politique de la psychanalyse. Je pense que les livres que j'écris, ce sont comme des chevaux de Troie qui arrivent dans les familles, par exemple, et et avec la pensée psychanalytique, qui est une pensée rigoureuse, cette pensée peut entrer même dans la société. C'est peut-être quelque chose qui je rêve, hein, mais une utopie. Une utopie, mais je cherche de faire ça. Après, il y a des situations où je suis plus, comment dire, j'utilise tout un autre langage. Quand j'écris de la voix, par exemple, je fais des articles pour Essin. Plus théorique. Plus théorique. J'ai fait des livres sur la voix, sur la sublimation. Oui, tu cherches à toucher un plus large public. Donc, et ici, je cherche. Alors, c'est vrai que la psychanalyse de la belle-mère, on ne peut pas le dire, mais de toute façon, on peut le dire que je cherchais une place où la belle-mère peut se sentir un peu plus à l'aise, pas tellement parce qu'elle n'est pas à l'aise, mais un peu plus à l'aise, et elles peuvent trouver sa place et se relaxer un peu avec la nouvelle famille. Hein. Donc c'est ça que je tentais de faire, tout en sachant que les 7 liens sont nouveaux. On ne peut pas encore dire quel type de liens sont-ils, parce qu'il y a de l'amour, mais quel amour est-il entre la belle-mère et les enfants? C'est pas l'amour maternel, mais c'est un amour maternante, oui, parce que c'est le maternage vient te demander par les enfants. C'est pas l'amour qui lie la tante, comme la tu dis, tante, une grand-mère, ou une nounou. C'est pas ça. Il y a un peu de ça, mais c'est autre chose, parce que les enfants sachent que la belle-mère a des relations érotiques avec le père.
Donc cela change complètement la position Bien sûr. symbolique. Hein. Bien sûr. Et même s'ils ne le voient pas naturellement, mais vous savez, les enfants sachent tout. Hein. Les enfants et les chiens sachent tout. Hein. Comme disait Dotto, hein. Je disais, les enfants et les chiens, dans une famille, ce sont ceux qui savent tout. Et donc, la question délicate, très délicate, c'est de fonder une position de la belle-mère pour quelqu'un qui vit le manque constamment, parce qu'elle n'est pas la première dans la pensée de son copain. Parce que primariement, il y a les enfants, naturellement. Elle n'est pas la première. Enfin, c'est à voir. C'est à voir, ça se discute. Ah bon, tu vois. Bon, oui. C'est les enfants d'abord. Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais s'il y a des choses à faire, naturellement, les enfants, ce sont dans la première place. Hein. Pas comme... je ne parle pas d'une père comme... On a avec cette dame une expérience commune d'un papa justement qui ne s'intéressait pas du tout à ses enfants et qui était tout à fait pris dans sa vie amoureuse. Il revient maintenant, mais avec l'analyse. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas même des mères. C'est très italien. C'est très italien. Il y a des cas des mères qui ne s'intéressent pas aux fils, aux enfants. Mais je veux dire que quand tout va assez bien, hein, la belle-mère, c'est en tiers position. Oui. Parce qu'il y a la mère, il y a les enfants. Je pense même dans une intime position parce qu'elle ne s'autorise pas à faire des choses. Par exemple, à donner des règles de la maison. La question de la féminité, du chemin de la féminité, quand il y a une belle-mère, c'est très intéressant parce que nous permet, selon moi, de réfléchir encore plus sur l'impossibilité de transmettre la féminité, que c'est quelque chose que nous savons, mais c'est impossible, même avec la belle-mère, c'est comme l'épreuve du neuf, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment impossible. Hein? Parce que c'est vrai que dans la phase fusionnelle, par exemple, si il y a une belle-mère qui entre en contact avec une fille, un enfant très petit, l'enfant replie avec la belle-mère la fusionnalité qu'il y a avec la mère. C'est-à-dire que la mère, c'est quelqu'un qui fait des co-sleeping, elle dort avec l'enfant. L'enfant, quand il va dans ça peut arriver qu'il fait des co-sleeping même avec la belle-mère. Dormir avec les... Alors, je veux dire que comme nous le savons, l'enfant, c'est quelqu'un qui est parcouru par une sexualité, une pulsionalité très vivante. Alors, le corps de la mère est un corps qui lui suscite naturellement une vive pulsionalité. Quand l'enfant, qui est très petite, va dormir chez la nouvelle famille, chez le père et la belle-mère, l'enfant cherche de dormir dans le lit des parents. Je ne sais pas si quelquefois on le fait, quelquefois on ne le fait pas, mais l'enfant le demande, parce que l'enfant demande le corps de l'adulte, le corps de la mère. Parce que le corps de la mère, c'est érotique. Hein? Alors, et peut-être même le corps de la belle-mère, c'est érotique, même le corps de père, c'est érotique. Hein? Et donc, oui, il demande de dormir. Il y a une différence entre demander à dormir avec les parents et demander à dormir avec la mère ou la belle-mère, ou que la mère ou la belle-mère accepte d'aller dormir avec l'enfant. Oui, oui. Mais je pars de la partie des enfants, que c'est la chose qui m'intéresse le plus. Je dis que
Et tant que l'enfant c'est quelqu'un qui a une sexualité très vivante, très diffusée, hein, il demande le corps de l'adulte. Hein. C'est pas une pensée jolie, c'est pas une pensée confortable, mais c'est comme ça. Il y a des sociétés C'est où tout le comme monde ça. dort ensemble. Exactement. Donc, c'est la phase fusionnelle. La phase oedipienne, ça passe comme partout, hein, c'est-à-dire l'enfant désire, la fille par exemple désire le père, donc la belle-mère c'est la vraie antagoniste, la vraie rivale, parce que la mère est hors des jeux, hein, désormais, donc la vraie antagoniste c'est la belle-mère. Et cela, c'est un problème, parce que comme ça, il n'y a pas d'ambivalence avec la mère. Mais l'ambivalence, c'est coupé en deux. Tout le bien sur la mère qui est hors de ce jeu-là de l'appropriation du père, et tout le mal, c'est sur la belle-mère, parce qu'elle réjouit du corps du père, jouit du père. Dans l'adolescence, pendant le ravage, c'est vraiment quelque chose qui met la belle-mère et la mère sur le même plan, selon moi, parce que naturellement, premièrement, la fille demande quelque chose sur la féminité à la mère. La mère ne peut pas lui donner ça. Et alors, il le demande à la belle-mère. Il y a des anecdotes très jolies sur cette... mais après... Et la belle-mère aussi, elle n'a pas la possibilité de faire cette transmission. Donc, la belle-fille sera déçue par la belle-mère aussi. Hein. Mais il y a un avantage. Et l'avantage, c'est que dans les familles nucléaires que nous vivons, les filles ont peu de références féminines. Hein. Avec une belle-mère, il y a plus de... Alors, si la féminité, c'est un peu en puzzle, hein, plus féminine, plus femmes sont impliquées dans l'évolution de la belle-fille, de la fille, et plus il y a des possibilités d'invention, même subjective. Hein, je pense que la belle-mère prend la place, si vous voulez, de ce qu'autrefois avait la sœur de la mère ou la cousin ou des autres figures féminines. Hein. Quand dans la situation où il y a une séparation, où il y a une mère qui n'a pas encore un autre partenaire ou ne veut pas avoir de partenaire, c'est évident que, comme je le disais avant, la fonctionnalité de la mère, c'est diriger sur les enfants. Et ici, c'est un problème par exemple, dans le co-sleeping, c'est un problème de jouissance. Et donc, c'est un problème d'addiction, parce que c'est d'addiction. Parce que c'est quelque chose qui est un peu semblable à une fascination, à peu près comme dans la syndrome de... dans le syndrome, c'est pas un bon mot, mais dans le ravissement de Stendhal. Stendhal, non, vous savez tout ce que c'est. Alors là, c'est comme une fascination, une chute dans l'abîme. Hein? Alors ça, c'est la jouissance de l'un. La jouissance autre aussi, mais non, la jouissance autre, c'est, vous savez, c'est quelque chose qui regarde la jouissance de la femme, où il y a une coexistence entre activité et passivité.
où il y a une coexistence entre l'abîme et la possibilité de, comme avec l'art, si vous voulez, de le parcourir un peu sans tomber dedans, hein, à tout pied, je ne sais pas comment dire. Hein. Donc c'est plus près à la dimension artistique. Hein. Alors, bon, je pense que la jouissance autre, c'est quelque chose qui regarde la féminité, la jouissance de la femme, mais que c'est quelque chose qui regarde aussi la jouissance d'un artiste. Et par exemple, qu'il ne soit pas phallique, disons, c'est cette jouissance-là, oui, qu'il ne soit pas phallique. Pas phallique, pas phallique. Par exemple, dans la question de la voix, on le voit très bien. Je dis ça pour expliquer bien. Par exemple, si vous pensez à le tableau de Munch, Le Cri, non, vous voyez que l'émission de la voix, hein, libidophalique, hein, l'émission de la voix, qu'est-ce qu'il fait? Il dis-le en italien. Sì. Si ça ne sait plus. Non lo so dire neanche in italiano. Muove lo spazio, no? L'espace hein? ondule l'espace. Et on a l'impression, comme quand on chante, que la vibration retourne vers le sujet. Hein? On a l'impression, quand tu chantes, tu émets la voix, et la vibration dans l'air, c'est quelque chose qui revient au centre du sujet. Alors cette vibration qui revient, concentrique, qui revient vers le sujet, c'est quelque chose qui, je pense, a à faire avec, c'est une métaphore, si vous voulez, de la jouissance autre. Et c'est celle qui a à faire avec la position de la femme, position de jouissance de la femme. Ici, je pense que la belle-mère a un devoir impossible, parce que d'un parti, elle reçoit de tout. Hein? Et de l'autre partie, elle doit sauver la mère face aux enfants. Pour ne le pas... bon, si elle veut. Ça dépend de la belle-mère. Ça dépend. Il y en a qui sont méchantes et il y en a qui sont... Oui, ça dépend. Voilà, tout dépend de la psychologie de la belle-mère. Oui, ça dépend, mais c'est... Oui, alors peut-être qu'il faut quand même introduire quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est quand même, s'il y a belle-mère, c'est qu'il y a un père, un mari, un conjoint, un compagnon, il y a quelque chose, si on peut dire. Et je trouve... Il y a des beaux-pères. Oui. Et... Hein? On s'en sort. Il y a beaucoup trop de noms. Non, mais... Oui. Qui veulent se marier aussi parfois, imagine-toi. Oui. Oui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre de Laura, c'est justement ce qu'elle dit des pères. Parce qu'elle dit quelque chose de très juste. Dans cette famille recomposée avec une belle-mère, le seul qui est dans une position d'être biologiquement lié aux enfants, c'est le père. Hein? Et ce sur quoi insiste aussi Laura, et je pense que là, ça pourrait nous mener loin, c'est cette question de la nature et du symbolique, et du lien symbolique. Et tout tourne quand même beaucoup autour de ça. On peut aller très loin. Tu suis quelqu'un comme Marcella Yacoub, par exemple. Si on suit Marcella Yacoub, on va très très loin. Marcella Yacoub a bien dit quand même et écrit que les femmes ne seraient pas libres tant qu'elles auront enfanté. Donc on peut idéalement penser, il y a des gens qui le pensent très réellement, que dans un certain temps, les enfants seront conçus autrement que par les voies naturelles. Hein? Donc ce que tu dis sur la nature et
et culture est très important à prendre en compte. Et alors là, dans cette famille, c'est le père qui est en relation naturelle avec les enfants biologiques. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, s'il y a une mutation du côté des femmes, il y a aussi une mutation du côté des hommes. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les jeunes pères, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont ce rapport charnel et physique avec l'enfant. Et il me semble que c'est ce que tu dis, je ne sais pas si j'ai été un peu... j'ai interprété, mais il me semble que ce que tu dis, c'est que le rapport des hommes à leur propre corps est en train de changer à travers ce rapport qu'ils ont physique avec l'enfant. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que cette question de la jouissance autre, qui n'est pas le propre des femmes uniquement, en tout cas c'est ce que Lacan disait bien, que ce n'était pas le propre des femmes, les hommes ont un rapport qui est en train de se modifier à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça veut dire qu'eux aussi, tu parles à un moment donné du père Barré. Est-ce qu'on peut imaginer que... Voilà. C'est ce que... Oui, c'est une provocation, le père Barré, oui, comme la fin. Le père qui doit inventer la féminité de l'homme qui maintenant peut-être se joue différemment compte tenu effectivement du rapport à l'enfant dont les jeunes pères... La question de la nature, du fait que les fils sont naturellement du père dans le couple père et belle-mère, c'est très important. Parce que c'est vraiment le corps du père qui est au centre. Et donc, c'est même la différente manière de toucher l'enfant. Hein. Les pères, la manière de père, c'est un peu plus rude, hein, si vous voulez. La voix, non, la voix, les mains. Mais je pense que c'est très important que l'enfant sent même ce type de touche. Ce type de musique très différent parce que c'est avec la musique du corps du femme et du corps des hommes qu'il faut danser dans la vie. Donc entre cette et alors je pense que c'est une grande occasion pour les pères de manier les enfants et de se fier un peu plus de son propre corps et sa propre manière de manier l'enfant. Parce que dans une famille traditionnelle, ça peut arriver que l'homme se sent un peu moins bravo, moins disposé, mais dans une famille recomposée, il a plus d'occasions. Alors, je pense qu'il y a du vrai, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu le corps à corps avec l'enfant, donc elle a une position meilleure pour transmettre la séparation, par exemple. Hein. Et donc, c'est assez vrai. Et c'est vrai que l'être en moins de mère, comme je dis, facilite cette position de séparation. Et de l'autre côté, il y a un piège, et c'est celle de se mettre au niveau de la fille. Hein? Et cela, c'est vraiment un piège qu'on voit trop souvent. Hein? Trop souvent, nous avons des belles-mères, soit parce que peut-être ils sont plus jeunes que la mère, soit pour d'autres questions plus psychologiques et moins anographiques. Mais souvent, il y a des belles-mères qui ne sont pas dans la position d'une femme, mais d'une fille. Alors, c'est des copines de filles. Alors, la fonction symbolique de la mère sur laquelle je travaille, ça, je pense que ça doit servir même à positionner mieux cette femme, parce que c'est une position qui les fait souffrir énormément, parce que entre la fille et la belle-mère en position filiale, il n'y a pas de jeu, c'est la fille qui va gagner. C'est vrai,
C'est normal, non? Donc c'est important parce qu'il y a quelques pièges dans la position de la belle-mère. Il y a, et je le décris. Et je pense que le père, dans une famille recomposée, est plus aidé à prendre à nouveau sa position du père, hein, comme vous le disiez. Même parce que la belle-mère le soutient. Hein? C'est une femme qui le soutient. Parce que la position symbolique de la belle-mère, ça dépend de la position symbolique du père. Donc si le père est faible, est soumis à la mère, la belle-mère est soumise à la mère aussi. Hein? Alors il y a une mère dans la position de l'un qui fait la loi pour tout. Alors l'angoisse s'installe, parce que l'angoisse, c'est obéir à une loi. Exactement. Donc je pense que dans une famille recomposée, le père est poussé à assumer sa fonction paternelle. Pour le dire dans une façon très rapide, je peux vous dire la phrase d'une psychanalyste que j'aime bien, mais qui à ce moment-là je ne me rappelle plus, mais je l'ai citée dans le livre, elle dit même je dois adopter même les fils qui viennent de mon ventre. C'est-à-dire Lydia Flemme, non? Hein? Lydia Flemme a dit ça. Alors donc, c'est-à-dire que la question de la culture pour l'être humain, c'est côté parent. Moi je vous partage, mais côté bébé. Oui. L'enfant. Côté enfant, oui. Ah oui. Dans sa sensorialité, tu veux dire, voilà. Il y a la présence de l'un et de l'autre. Voilà. La belle-mère a une fonction plus symbolique, c'est évident. La fonction de la belle-mère. Je suis d'accord, je parlais simplement de ce déséquilibre-là. Oui. Hein, pas seulement la présence charnelle du père, du papa, etc., mais avant encore sa présence dès le départ. Ah oui. C'est très important, mais vous comprenez que dans ce côté-là, on va à toucher des arguments qui sont très importants, mais qui on débatte maintenant avec la GPA, avec des choses comme ça, parce que c'est la première relation entre bébé et enfant. J'ai travaillé avec la voix, avec des femmes enceintes dans l'hôpital, dans un grand hôpital à Milan, et j'avais mes difficultés à faire participer les pères, pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais parce que souvent il y avait une primauté du rapport entre la mère et donc le père vraiment il avait des difficultés à entrer dans cette relation. Mais ce que vous disiez, oui, côté bébé, c'est vrai, le bébé a ressenti dans sa chair le papa et la maman avant que la belle-mère. Mais ça va. Mais la belle-mère est là pour aider à. Je voulais peut-être aussi reprendre quelque chose que tu dis du tragique aujourd'hui, plus généralement autour de l'amour. Qu'est-ce que je me rappelle plus, je dis ça. Oui. Qu'il y a de la sexualité sans amour. Oui. Tu as l'air d'avoir quand même des idées sur la manière dont, si on peut dire, on pratique aujourd'hui l'amour, la sexualité, le désir. Il y a des choses comme ça aussi que tu as l'air d'évoquer. Est-ce que l'expérience de la belle-mère, je ne sais pas en quoi elle peut aussi là avoir... Oui, c'est un peu ce que je disais avant. C'est apprendre à aimer. Enfin, il y a quelque chose que tu as l'air de trouver peut-être un peu défaillant ou le tragique de notre époque. Un clivage entre l'amour comme... Il y a quand même un clivage, enfin, c'est comme ça que je le perçois, entre la parentalité aujourd'hui et l'amour couple traditionnel, c'est-à-dire où les enfants ont l'impression qu'il se passe des choses entre papa et maman. J'ai l'impression aujourd'hui de voir de plus en plus
des parents préoccupés par leur parentalité plus que par leur lien Oui. érotique. Si on peut dire. C'est la question Quelque chose comme ça. des couples aujourd'hui. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont mis au monde des bébés, ils ne sont plus sortis seuls en soir. Hein? Ils n'ont plus l'essence de la couple. Donc le désir, on ne sait plus qu'est-ce que c'est, ce que c'est. Et alors oui, l'arrivée d'une belle-mère, ça peut rééquilibrer un peu cet Réintroduire excès de parentalité. Non? Oui, c'est vrai, il y a des couples qui sont des parents seulement. Et ils ne sont plus Oui, en couple. Et cela ne fait pas des beaux parents, des parents bien. Parce que il y a des couples qui me disent bon, mais nous sommes des parents exceptionnels. Non, parce que si l'enfant ne ressent qu'il y a quelque chose duquel il est exclu. Il n'imagine pas que la vie adulte soit intéressante et désirable. Donc, il y a des enfants qui me disent, mais non, je ne veux pas grandir. Pourquoi? C'est fatigant, c'est seulement fatigant. Ma mère ne fait rien d'intéressant. Ma mère cuisine, fait des choses pour nous, mais elle ne fait rien d'intéressant. Ce sont des familles. Ça, c'est la maman italienne alors. Peut-être. Peut-être. Mais, non, je rigole. Non. Mais c'est vrai que l'enfant ne sent plus que derrière une porte serrée, fermée, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Donc oui, mais c'est une question, c'est le tragique de notre époque peut-être. C'est une question la question de la parentalité se pose aussi de la façon suivante. Les femmes émancipées qui ne se sont pas mariées, qui arrivent à l'âge où elles voudraient quand même avoir des enfants, à ce moment-là, elles ont un projet effectivement de parentalité en laissant parfois provisoirement de côté même la question amoureuse. Donc elles sont capables effectivement aujourd'hui d'aller chercher des spermes. Enfin, on connaît les trafics qui sont en train de se produire. Donc ça complique beaucoup ce lien entre parentalité et l'amour érotique, il me semble. Et oui, on va vers des choses assez c'est vrai complexes. que les séparer, c'est quelque chose qui a des conséquences sur les enfants. Oui. A des conséquences sur les enfants. Parce que, Sûrement. Parce que les parents, ça devient une espèce d'esclave de l'enfant et il n'a plus une vie. Hein. Je me rappelle quand ma mère, le samedi soir, allait danser. Avec mon père, je pleurais, je ne voulais pas. Mais elle le faisait. Et ils m'ont transmis l'envie de danser. Donc, j'aime danser. C'est l'envie de quelque chose qu'il fait et qui lui donne de la joie. Et c'était une joie que je voyais dans le visage de mes parents. Donc, c'est ça qui s'est un peu perdu. Hein. Oui. Les parents ne témoignent plus qu'il y a quelque chose de joli, de beau, de intéressant, de vital à faire dans la vie. Oui, il y a même la question que l'être mère résoudre certaines fois la tâche très difficile de la féminité. Hein. Parce qu'il y a être femme, c'est un peu plus compliqué. Et il y a des femmes qui choisissent la maternité pour avoir quelque chose de plus reconnu socialement. Elles ont été coincées dans la maternité. Oui, coincées, oui, par oui. leur Oui. éducation. Non, Oui, mais même peut être... non. Moi, j'ai pas du tout cette vision des choses. Moi, je pense que le système est beaucoup plus pervers que Oui. ça. Parce que c'est l'offre qui crée la demande. Il y a eu la contraception qui a été la libération des femmes.
Et puis, il y a eu les grossesses médicalement assistées, enfin, la grossesse médicalement assistée. Je crois qu'il y a une offre. Actuellement, c'est la science qui nous mène. C'est pas ça, Ah oui, c'est pas tout ça. bien sûr, C'est la science qui nous mène. La science nous offre la possibilité de fabriquer des enfants. C'est la société. Et bien sûr, l'offre crée la demande, c'est comme le commerce. Je dis, c'est beaucoup plus pervers que ça. Je trouve ces questions tout à fait sérieuses et qu'est-ce qu'on en fait nous avec les gens qu'on écoute. Alors peut-être que ceux-là ont la chance de relativiser un peu cette pression scientifique ou technique. Je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter. Attends.